Bienvenue à tous pour notre deuxième émission de Derrière le décor sur Billig Radio. Alors effectivement, c'est notre deuxième émission. Merci à tous de nous avoir suivis pour la première. On a eu des super retours. Je dis bien sûr nous, puisque je ne suis pas toute seule. Comme pour la première, je suis avec Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour Anita. Alors, contente de ta première émission? Très, j'avais hâte de faire la deuxième. Je suis très contente d'être de retour. Et nous sommes également avec Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Anita, bonjour Amandine. Donc Brigitte est notre invitée pour aujourd'hui. Nous allons tout de suite savoir pourquoi elle est là, parce que je suis sûre que vous vous demandez. Dès ce début d'émission, elle est là, elle restera avec nous toute l'émission, j'espère. Oui. Bon, oui, quand même. Il n'y a en fait qu'une seule radio sur laquelle nous vous proposons de découvrir le théâtre comme nous allons le faire pendant 1 heure dans notre émission Derrière le décor. Et donc, c'est parti. Amandine et Anita vous invitent Derrière le décor avec le CAC Sud 22 sur Billig Radio. Alors, on vous l'a dit, on accueille Brigitte. Et Amandine, toi, Brigitte, tu la connais bien? Je la connais pas mal, puisque j'ai la chance de la voir dans un de mes ateliers. Mais aujourd'hui, c'est pas pour cette raison que je l'ai invitée. Je l'ai invitée parce que, Brigitte, tu es donc coach en impro, et notamment auprès de la Com Imprévisible, qui se trouve à Loudéac. Alors, déjà, pour commencer, pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que la Com Imprévisible ? Alors la Com Imprévisible, c'est une association à but non lucratif d'improvisation théâtrale qui s'est montée il y a à peu près 4 ans et qu'on a tenu à bout de bras malgré la Covid, le confinement, etc. Et cette année, on commence à faire des représentations, dont une samedi dernier, le 12. Ah oui. Voilà, qui a bien fonctionné. Et on est une troupe sympathique en fait. Et j'invite les gens à venir nous voir quand il y aura d'autres spectacles. Ouais, et donc tu dis que ça fait 4 ans donc, qu'elle s'est montée. Toi, tu en as fait partie dès le début ? Oui, alors certains jeunes m'ont sollicité. Et bon, j'ai répondu présent tout d'abord pour les amener un petit peu à l'improvisation, mais sans me dire ok, ils vont monter une troupe, un groupe. Et puis finalement, je me suis dit, à Loudéac quand même ça manque. Enfin à Loudéac, en tout cas sur la zone géographique, ça manque. Et donc je me suis laissée avoir, mais en pleine conscience, donc par ces jeunes et un petit peu moins jeunes qui m'ont bien tenue et maintenant, je fais complètement partie de la troupe au même titre qu'eux. Donc c'était d'abord quelque chose d'un peu pour moi bénévole, quoi. Je voulais leur donner un peu, et puis finalement j'y suis. Tu y es, tu y restes. Alors j'y reste, je sais pas, mais en tout cas j'y suis pour l'instant. Oui. Alors tu voulais leur donner un peu. Alors vas-y, dis-nous ce que c'est ce un petit peu justement. Alors un petit peu, c'est déjà les nourrir d'exercices, les nourrir du fait que personne n'est idiot sur scène, quand il n'y a pas de texte, quand il n'y a pas de décor, et qu'on part par exemple d'un mot, d'un thème, et qu'on peut avec justement des exercices, on peut arriver à créer un spectacle complet, qu'on soit 2, 3, 12. Et c'était ça mon but, en fait, c'est leur donner une boîte à outils, en fait. Leur donner une boîte à outils pour qu'ils puissent puiser et qu'ils puissent s'amuser dans un premier temps. Et éventuellement, si la sauce ou la mayonnaise prenait, voilà, qu'ils s'envolent, quoi. Mais je me suis prise à mon propre jeu. Et puis, et je pense que la mayonnaise prend. Et est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est l'improvisation, en quoi ça consiste, comment toi tu décrirais l'impro ? Alors l'improvisation, c'est pas tout n'importe comment. Ça, c'est une première chose que je voudrais dire aux téléspectateurs. J'allais dire téléspectateurs, mais on n'est pas à la télé. Voilà, ça y est. Aux auditeurs, un premier lapsus. On apprend à être avec le corps, avec notre voix, et puis aussi avec notre culture ou notre non-culture, avec ce qu'on est complètement, mais sans apprendre de texte. On n'est pas attaché à un texte, et c'est nous en fait, nous sommes nos propres metteurs en scène, et nous sommes les propres
costumiers, décorateurs, etc., dont on peut avoir besoin sur une scène de théâtre, en fait. L'improvisation, c'est une culture qui a pris qui a vraiment pris vraiment au Canada au début du siècle, qui est partie vers les États-Unis. Aux États-Unis, comme d'habitude, ils font tout en grand, donc ça assez ça s'est d'autant plus développé. Et puis c'est venu sur le vieux continent, c'est revenu sur le vieux continent. Et les Belges, les Luxembourgeois en particulier, les Pays-Bas sont des pays précurseurs, en fait, en tout cas en Europe. Mais alors en Italie, il y a de superbes improvisateurs, improvisatrices, il y a des super groupes, des super troupes. Et en France, ça a pris ça a commencé à prendre dans les années 70-80. Et c'est parti, et il y a des troupes, je crois, mais je crois pas, je suis sûre, dans toutes les grandes villes et dans toutes les villes moyennes. À ce titre, il y a par exemple à Saint-Brieuc, qui est une ville moyenne, on peut dire, il y a une super troupe qui s'appelle Les Colibris, qui joue toujours, et c'est vraiment quand l'improvisation prend, ça prend, en fait. Alors tu parlais tout à l'heure là de sans avoir appris de texte, oui. Mais l'improvisation, est-ce que c'est juste du texte ou est-ce que on fait appel à tout, c'est-à-dire le corps, la voix, tout ce qu'on peut apporter, est-ce que c'est aussi visuel finalement l'improvisation? Complètement quoi. Si c'était que du texte, on peut se mettre à faire un one man show ou un sketch, des sketchs de grands comiques qu'on connaît tous. Mais non, ouais, notre corps a une place importante, qu'il bouge ou qu'il ne bouge pas d'ailleurs. Et on apprend ça. Donc, pendant les entraînements, on appelle ça les entraînements, notre corps bouge tout le temps en fait. Et sur scène, on est toujours en mouvement parce qu'on ne peut pas improviser sans le corps. Alors, quand je parle du corps, je parle pas simplement du corps, membre, mais je parle aussi de la tête et je parle aussi de la façon d'avoir notre visage. Même le regard. Par exemple, voilà, le regard est important en improvisation. La première chose qu'on apprend, c'est regarder l'autre. Ouais. En théâtre, de toute façon, théâtre, improvisation, texte ou pas de texte, le corps est extrêmement important. Oui. Et je sais, pour avoir fait quand même, du théâtre de plein de manières différentes, que l'improvisation, ça peut effrayer, ça peut faire peur, ce côté pas de texte, se jeter un peu dans le vide, on sait pas comment on va retomber sur ses pattes. Est-ce que toi t'arrives, ou comment tu arrives à dédramatiser un petit peu ça avec tes élèves improvisateurs, ou est-ce qu'il n'y a pas du tout cette peur-là parce qu'ils ont choisi de faire de l'impro? Non, la peur, elle est omniprésente, même à 25 ans de carrière, il y a encore de la peur quand on monte sur scène. Comment dédramatiser? Par le rire et surtout par le fait d'être toujours bienveillant. La bienveillance, c'est capital, quoi. On ne peut pas dire à quelqu'un en impro c'est nul, ce que tu fais c'est nul, parce qu'en fait c'est pas nul. Donc petit à petit la personne prend conscience qu'elle a des atouts en elle et elle va jouer avec ces atouts-là. Et tous les talents qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, qu'ils soient visuels, qu'ils soient de l'ordre de la tchatch, si je peux m'exprimer ainsi, du corps, donc comme je disais, c'est-à-dire bouger son corps de telle façon, eh bien, petit à petit, on s'aperçoit qu'on est capable, et ça donne une sacrée confiance à celui ou à celle qui veut se lancer. C'est extrêmement important ça, oui. La bienveillance. Le théâtre, c'est quand même quelque chose qui fait appel à des choses très profondes, à des émotions. C'est ça. Mais un spectacle d'improvisation, tu dis que vous vous entraînez. Est-ce qu'on peut le faire, un spectacle d'improvisation, qu'avec des gens avec lesquels on s'est entraîné, c'est-à-dire il y a déjà une certaine cohésion de groupe, ou alors finalement, est-ce que on peut le faire avec des personnes qui arriveraient sans même se connaître? Alors, moi j'ai 25 ans d'improvisation derrière moi, enfin 25, je ne sais pas exactement, je dis 25, c'est pour arrondir, mais moi je peux le faire. Après, il faut beaucoup travailler, mais quand on commence, je pense que c'est un peu aller au casse-pipe, quoi. Donc il faut faire attention.
parce qu'on fait pas n'importe quoi en improvisation. Il n'y a pas de règles. C'est le mot règle, mais il y a une ligne à suivre et c'est important de le savoir. Donc si je veux improviser avec vous deux là aujourd'hui, et ce serait que l'oreille, la parole, eh bien je peux, mais c'est moi qui vais faire en sorte que vous improvisiez en fait. C'est moi qui vais vous faire rentrer dans mon délire si vous pensez que c'est du délire. Voilà, donc il y a un meneur en fait finalement. Alors il y a un meneur, il y a des meneurs. On peut être à 12 sur une scène donc, et sur les 12, on sait qu'on peut s'appuyer sur 2 ou 3 qui vont pulser, qui vont impulser même l'idée, le thème, enfin que sais-je qu'on nous aurait proposé. Tout en laissant la place aux autres. Tout en autres. laissant la place, et justement, et peut-être même en laissant la place aux autres d'autant plus. Ouais. C'est ça qui est peut-être plus difficile parce que dans un texte, on sait exactement à quel moment on s'arrête de parler, à quel moment c'est au suivant. Là, en impro, il faut vraiment s'écouter et être dans le moment présent. S'écouter soi, écouter l'autre. Et écouter le public quand on est devant le public aussi. Oui, bah oui. Ce qui est important. Réagir en fonction de ce qu'on... Avoir une vision périphérique, j'appelle ça la vision périphérique. J'ai fait du basket quelques années. On nous disait vision périphérique. Et je le dis souvent aux membres de la troupe en ce moment, mais aussi à Saint-Cardec, puisque à Saint-Cardec, je viens avec la Musilverne donner quelques cours. Enfin, un cours, j'aime pas du tout ça. Quelques séances. Donc la Musilverne avec Anne qu'on a reçue le mois dernier pour notre émission. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs qui hésiteraient à se lancer dans l'impro? Qu'est-ce qui pourrait les convaincre? Je ne sais pas si je peux convaincre, mais en tout cas, il faut pas hésiter. On a l'impression quand même que c'est presque un don de réussir à improviser, même dans la vie normale. Enfin, je pense ce matin, j'étais à une réunion et tout. Les questions dans une réunion, on s'y attend pas. Et je pense que peut-être faire des séances effectivement d'improvisation peut certainement nous aider dans un contexte comme celui où j'étais ce matin, par exemple. Ah, complètement. Oui, d'ailleurs, il y a des spécialistes. Alors, je mets toujours entre guillemets parce que s'ils m'écoutaient ou s'ils m'écoutent, ils vont dire « Ah, Brigitte, spécialiste ». Il y a certains coachs qui font beaucoup de coaching dans les entreprises justement pour permettre à des personnes de sortir un petit peu de leur zone de confort et puis d'être un peu plus à l'aise. Et je pense que c'est un bon moyen d'avoir confiance en soi et de s'ouvrir à l'autre, et aux autres. Et à la société dans laquelle on est. Quelquefois, on s'enferme dans certaines valeurs qu'on a et puis on reste dedans. Bon, en tout cas, Brigitte, on commence à bien te connaître déjà durant ces 10 dernières minutes. Tu restes avec nous parce que je suis sûre qu'on aura besoin de ton regard, de ta voix. Avec plaisir. Voilà, donc nous, on se retrouve tout à l'heure parce que derrière le décor sur Billig Radio, ce n'est pas fini. Alors vous restez avec nous. Nous allons écouter Camille. C'est toi, Amandine, qui l'a choisi cette chanson. Ouais. J'aime bien Camille. Et là, pour moi, c'était un petit clin d'œil avec le retour de spectacle qu'on va voir tout à l'heure. J'en dis pas plus, mais la maison, c'est là où ça fait mal. Je trouvais que c'était... Voilà, il y avait un petit clin d'œil avec le spectacle dont on va parler. Eh bien, on vous retrouve tout à l'heure. Et en attendant, on écoute Camille. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22 sur Billig Radio. Et oui, derrière le décor revient. J'espère que vous êtes contents de nous retrouver. Nous, en tout cas, on est super contentes avec Brigitte et Amandine. Et notre prochaine chronique, Amandine, c'est « T'en as pensé quoi ?» C'est-à-dire, vous êtes allé voir un spectacle. Et alors, qu'en avez-vous pensé, chers spectateurs, finalement? C'est ça. Alors, ce mois-ci, donc, je vais vous parler d'un spectacle qu'on a découvert le 18 janvier à la Passerelle, à Saint-Brieuc, donc, et pour lequel Brigitte était présente. Donc, oui. Elle va comprendre de quoi je parle. Alors, pour moi, c'est un spectacle qui a vraiment été une vraie claque en termes de théâtre, de découverte. Je trouve que c'était un spectacle qui était vraiment exceptionnel. C'est le collectif OSO, donc O''SO, qui a mis en scène un texte de Alistair McDowell. Donc, en gros, l'histoire, c'est celle d'une équipe de scientifiques qui sont envoyés en mission sur Pluton.
et qui attendent la navette qui est censée les ramener sur Terre. Alors, faut imaginer une Terre futuriste où les animaux sont morts, le dernier arbre a depuis longtemps disparu, donc on est vraiment dans quelque chose d'assez noir, d'assez dark. Et puis d'ailleurs, on va peut-être pouvoir découvrir dès maintenant un extrait de un petit extrait, effectivement. J'essaie de m'accrocher pour pas oublier les oiseaux surtout. Je me souviens du jour où ils sont tombés des arbres. Mon père rentre dans ma chambre avec une pelle et un balai et il me dit de venir aider. Je sors de la maison avec lui. Ils sont tous là, couchés sur le sol. D'abord les arbres ont arrêté de chanter. Après ils ont arrêté de respirer. Les couleurs sont parties. Puis la lumière. Et puis plus rien. Oh putain de merde, Ray! Quoi? Tu déprimes! Alors effectivement, ça nous met dans l'ambiance. C'est déjà très particulier cette mise en situation là quand même. Ouais. Alors effectivement, on n'est pas dans quelque chose d'extrêmement joyeux, mais moi j'ai trouvé que c'était un spectacle qui me faisait presque penser à une série Netflix. Je sais pas si t'es d'accord, Brigitte, si, mais il y a quelque chose déjà dans le décor qui était vraiment impressionnant. Faut imaginer une navette spatiale, une base spatiale. C'était un huis clos, tout se passait dans cet espace-là et c'était extrêmement réaliste. La mise en scène était d'une justesse vraiment incroyable. Les acteurs avaient il y avait une performance vraiment. On était, ça touchait au cinéma dans vraiment la justesse du ton, des dialogues, etc. Et voilà, donc on se retrouve happé un petit peu par un thriller apocalyptique qui tourne presque à l'horrifique par moment, et donc voilà, la folie, la raison s'amenuise petit à petit, et puis surtout il y a une chronologie qui n'est pas logique justement, où on nous prévient dès le début, mais mine de rien c'est quand même un petit peu étonnant, et donc on se retrouve comme les personnages à se dire mais qu'est-ce qui est vraiment arrivé, qu'est-ce qui est fantasmé, et voilà, et chacun a réagi de manière très différente. Il a dérouté, enthousiasmé, interpellé, ennuyé. Voilà, il a laissé personne indifférent. On va écouter les premiers avis et ensuite on écoutera justement un autre extrait où justement on va sentir un petit peu ce mal-être que vous avez pu ressentir peut-être en tant que spectateur. C'est parti. Oui, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup d'emprunts, je pense, au monde cinématographique, ce qui m'a beaucoup plu, notamment au niveau du jeu des lumières et des sons. Très belle performance. C'est un temps suspendu. Le départ, pour moi, c'est une confusion totale, mais je comprends la confusion dans la deuxième partie, où je trouve qu'ils ont été super justes sur les déplacements, le moment de la folie, où on ne sait plus où ils sont, où la mise en scène est excellente, et où tu comprends pourquoi cette confusion, pourquoi moi j'avais cette confusion en tête au début. Tu comprends tout en fait sur la deuxième partie. Au début, j'ai pensé que j'allais m'ennuyer, mais après, j'ai trouvé ça excellent, les mouvements. J'ai eu peur, je m'attendais pas trop, mais sinon, je trouve que ça a été bien joué. Les actions, ça s'est déroulé c'était fluide, du coup, c'était bien et c'était compréhensif. Mais très bien joué, très beau jeu et très beau décor aussi, en effet, qui est une belle scénographie et c'est sympathique. Moi, ce que j'ai ressenti, je trouvais que la musique était forte, parce que des fois, par beaucoup de moments, ça m'a fait mal aux oreilles. Même si c'était le principe de l'histoire même, c'était trop vague. Et puis la science-fiction, pour moi, c'est pas mon truc. Mais ça allait trop dans tous les sens, et donc ça fait que je m'ennuyais. Et en plus des textes... je l'ai trouvé trop simplé. Je me suis pas ennuyée, mais par moments j'ai décroché. Alors j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs sur certaines scènes, alors que par moments, par contre, je me laissais bien emporter. Donc c'était très très bien joué.
Alors apparemment vous vous êtes laissé emporter, mais quand j'ai écouté effectivement les avis des uns et des autres, il y a eu aussi chez certains un mal-être où en fait les mots étaient même difficiles à trouver pour certains. On va écouter justement un deuxième extrait du spectacle pour faire comprendre aux auditeurs un petit peu de quoi il s'agit. Est-ce qu'il faut que je te le dise, bordel de merde, les lignes de com fonctionnent parfaitement, elles fonctionnent parfaitement. Mais à l'évidence, c'est pas le cas, Clark, parce que si c'était le cas, on serait pas coincé ici. Arrête de parler! Tout ce qui m'arrive, ça vous arrive aussi. Ferme-la! Ferme-la, ferme ta gueule! Aide-moi, aide-moi, le problème! Elle est dangereuse, elle délire! Tu te comportes comme un malade, putain! On règle ça maintenant, elle menace notre santé mentale! Alors tu parlais de ça, Amandine, tout à l'heure. On n'était pas très à l'aise. C'est un petit peu particulier, effectivement. Ouais, déjà petit à petit, on se rend donc compte que la navette n'arrivera pas. En tout cas, il y a très peu de chances qu'elle arrive. Et donc, on est avec les personnages dans cette attente et on essaie de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est une raison logique? Est-ce que c'est une raison horrifique? On commence à s'imaginer, qu'il y a peut-être quelqu'un de malveillant qui tourne autour. En plus, il y a un travail avec la musique là qu'on entend dans la musique, qui est très présente et qui nous fait vraiment rentrer dans cette histoire et dans cette ce côté un petit peu mal à l'aise. Et puis comme on a parlé d'ailleurs une des spectatrices, il y a ce côté qui fait peur aussi. On veut pas trop en dire, mais voilà, il y a une petite fille qui est là ou qui n'est pas là, qu'on voit à travers la vide dans l'espace. Il y a des éléments qui sont assez durs. Ouais. Et moi, je rajouterais que, en tant que spectateur ou spectatrice, on se plonge complètement ou pas, en fait. Oui. Quand on se plonge complètement, tout peut arriver et on prend. Je parlais tout à l'heure en improvisation où on fait confiance. C'est un peu ça aussi. Et puis il y a notre façon de vivre qui quelquefois nous met à côté. Et qui, comme tu disais, ça peut être horrifique par moment. Donc, et c'est vrai que moi, par exemple, je me suis vraiment laissée happer dès la première seconde. Je suis rentrée et puis c'est 2 heures qui sont passées en un clin d'œil. Il y en a d'autres pour qui je pense effectivement que ça peut être plus compliqué. Au tout début, parce que au tout début, c'est vrai que j'étais un peu. Je n'ai pas lu, en fait, je n'avais pas lu. J'aime pas lire les pitchs avant d'aller. Et donc, c'est vrai que j'étais un peu dans la confusion. Mais cette confusion, très rapidement, elle est devenue une bonne confusion. C'est-à-dire que je voulais aller plus loin, comprendre pourquoi. Mais il y a certains spectateurs qui sont ressortis quand même avec un surplus d'émotions. On va justement écouter ça. Ah bah oui, c'est sûr. Franchement, c'était vraiment pas mal. J'étais vraiment à fond. Même dans le truc, je me sentais claustrophobe avec eux, en fait. J'avais envie de sortir avec eux, carrément, quoi. Puis en plus, ça a aussi tourné un peu en... Je m'attendais pas au truc horrifique, quand même, avec la petite fille. Ça, j'avoue que... on a été tous les deux surpris, en tout cas. Mais non, c'était franchement incroyable, quoi. J'étais vraiment à fond avec eux. Ça m'a déstabilisée. Je sais pas. Moi, je me suis laissé porter. Ce qui fait que ça a été les soirs, il faut digérer parce que c'était pas facile à commander dès le départ. Mais par contre, la mise en scène, c'est très bien joué, quoi. Donc, du coup, tu es à la fois porté par l'histoire et puis surpris parce que c'est dur, quoi. C'est très très dur, très violent. Et voilà, puis à la fin, c'est drôle. Tu es toujours en attente de quelque chose quand même. Parce que, bref, c'est surprenant. Bouleversant. On était avec eux, on se sentait, bien qu'on est à la limite du 4e mur où on est loin, mais on se sent quand même avec eux dans le vaisseau, donc c'est assez surprenant et on en deviendrait malade ou fou, donc on devient dingue. Mais là j'ai encore le plein d'émotions, donc le temps d'assimiler et de prendre du recul, donc ça fait... Bien qu'on nous prévient au début que l'histoire va pas être dans l'ordre, qu'il y a
chronologiquement, ça suit pas tout à fait. Et ben, j'ai quand même été surpris à la fin. Je vais pas spoiler parce que c'est très bien foutu. Voilà, je pense que cette façon de faire le théâtre, c'est un peu l'avenir du théâtre. Et ça, c'est fort. Bravo à eux. Alors ça, c'est fort aussi, de dire ça, c'est l'avenir certainement du théâtre. Ouais, parce que c'est souvent on imagine le théâtre comme quelque chose assez figé, très codifié, avec une façon de parler très théâtrale. Et effectivement, là, ce qu'on entend même dans les extraits, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus organique que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et effectivement, je pense qu'il y a toute une génération de nouveaux spectateurs qui vont plus se reconnaître dans ce genre de théâtre. Plus libre, moins figé, effectivement, plus corporel aussi. C'est ça, organique. Et si les auditeurs sont intéressés par ce spectacle-là, est-ce qu'il y a encore des dates ? Alors, il y a quelques dates dans plusieurs villes de France entre mars et mai. Donc, si vous voulez y aller, je vous y encourage vraiment parce que, moi, comme je l'ai dit au début, ça a été une claque, vraiment un magnifique spectacle. Et donc, vous pouvez trouver les infos sur leur site internet collectifosso.com. Donc, Osso, O-S-O. Bon, en tout cas, ne nous dites pas qu'il n'y a pas de quoi sortir en Bretagne dans les spectacles. Et ce n'est pas fini puisque après cette description de spectacle, vous allez prendre votre calendrier, chers auditeurs, et noter tout de suite parce que c'est l'heure de l'agenda d'Amandine. Oui, ce mois-ci, j'ai encore plein de spectacles à vous proposer pour occuper vos soirées. Alors, on va commencer le 4 mars avec un spectacle à destination des adolescents. C'est La Poilue qui raconte l'histoire d'une petite fille apparemment enfermée dans sa chambre depuis une éternité. Tout est ritualisé, immuable, tranquille, jusqu'au jour où un poil apparaît. Et donc la petite fille sage va entrer dans la puberté et explorer les changements qui en découlent. Moi, j'avais vu une sortie de résidence de la compagnie Suzette & Co quand le spectacle était encore en création, donc je n'ai vu que la moitié en fait du spectacle. Et c'est une mise en scène assez délirante qui insiste vraiment beaucoup sur le changement de décor à vue. Il y a des voix off. Le technicien fait en fait partie du spectacle aussi. Il y a des poils qui sont de plus en plus exagérés. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très presque burlesque. Et qui donc peut tout à fait parler et intriguer les adolescents qui passent justement un petit peu par tous ces changements. Et donc c'est à découvrir à partir de 12 ans au Palais des Congrès et de la Culture de Loudéac le 4 mars à 20h45. Et après, les ados, je vais proposer aussi quelque chose d'un petit peu plus politique, donc plutôt à destination des adultes. Ça s'appelle « Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à parler d'amour ». Et c'est Yannick Jolin qui donc part de sa région des Deux-Sèvres pour parler des langues non nationales. Comment ces langues qui disparaissent sont souvent perçues comme paysannes, plouques, démodées. Bon, je pense qu'en Bretagne, on l'a déjà entendu. Avec nos deux langues régionales, oui, on l'a forcément déjà entendu. Voilà, c'est quelque chose qui parle. Et donc là, dans ce spectacle, il essaie de montrer aussi comment les pays tentent de gommer les langues régionales et faire comme si en fait elles n'avaient jamais existé, comme si c'était un peu honteux. Et il est accompagné donc sur scène par un musicien-chanteur. Et donc il propose un spectacle qui est à la fois entre le conte et le seul en scène, qui va mêler différents personnages issus de sa terre natale, tout en mélangeant à des citations de grands penseurs. Donc c'est un spectacle qui est assez éclectique. Je pense que c'est vraiment à voir pour retomber amoureux de nos langues régionales. Donc allez-y, si vous aimez le travail sur la langue, si vous aimez ce genre de spectacle qui parle au cœur du territoire, allez-y. Ça se passe le dimanche 6 mars à 17h à la salle Casteldo à Uzel. Et puis, côté troupe amateur, j'ai des petites choses aussi pour vous. Et là, ça se passe de manière imminente. Là, c'est ce week-end. Il y a la troupe Levé de Rideau qui est située à la Motte qui va accueillir l'A7 du Quessois. Donc, ils vont jouer une pièce comique qui s'appelle « Rien ne sert de tout dire, il faut mentir à point ». Ça promet déjà. Le titre est... ça nous emmène. Ouais. C'est une pièce de Olivier Touranchot.
Pour l'histoire, on est dans la vertueuse famille de Vermeuil. Il s'y trouve Sylvie, la fille aînée, qui refuse de se soumettre à la respectabilité de son nom. Et donc, elle entretient des fréquentations qui ne sont clairement pas de son rang ou de ce qu'on voudrait qu'elle ait. Et puis, un jour, il y a un de ses amis qui lui demande de cacher de l'ecstasy chez elle. Elle les met dans une cachette dont elle pense être la seule au courant. Évidemment, ce n'est pas le cas. Et la suite de la pièce va donc révéler le plus gros défaut de Sylvie, qui est celui de mentir. Donc je pense qu'on imagine très bien les quiproquos. Voilà, ça promet d'être une pièce avec du rire, de la convivialité. Pour se détendre, en tout Exactement. Cas. Et donc pour ça, c'est donc ce week-end, donc samedi 19 février à 20h30 et dimanche 20 février à 14h30 à la salle Athéna de la Motte. Et puis enfin, comme chaque mois, je vous propose aussi de sortir un petit peu de la Bretagne et d'aller découvrir une pièce ailleurs. Et donc cette fois-ci, on va aller du côté de La Rochelle pour aller voir Illusion perdue de la metteur en scène Pauline Bale. Donc à la base, Illusion perdue, c'est un roman de Balzac. Donc c'est ça qui sert de point de départ à la mise en scène, qui est dont on souligne vraiment la grande modernité. C'est porté par 5 acteurs qui jouent en costume d'aujourd'hui la vingtaine de personnages que compte le roman de Balzac. Donc 5 comédiens, 20 personnages. À la base, c'est donc un roman qui se passe dans les années 1820. Donc voilà, là aussi, il faut arriver à moderniser tout ça. Et l'histoire, c'est celle de Lucien Chardon, un poète ambitieux qui décide de conquérir Paris, mais qui évidemment va vite déchanter. Et donc le spectacle, il a été unanimement salué pour son audace et je pense que vraiment ça mérite qu'on s'y penche. Donc si jamais vous êtes à La Rochelle, Illusion perdue, ça passe du 1er au 4 mars à la Coursive. Moi, je vais dire à mon fils qui y habite d'aller le voir. Ah bah ouais, puis qu'il nous fasse un petit retour parce que si... Je lui demanderai. Ouais, ça a vraiment l'air sympa. Un petit retour, on sera preneur pour l'émission du mois de mars, il n'y a pas de souci. Okay. Bon, en tout cas, il y a effectivement de quoi sortir. J'espère que vous avez pris vos crayons, votre agenda ou le portable. Et ce n'est pas fini puisqu'après une petite pause, on va tous se retrouver avec mon petit moment favori, entre autres. Il y a les dessous de la scène que j'adore. Et puis, il y a aussi s'introduire un petit peu dans un de tes ateliers, Amandine. Donc, ce sera l'atelier à Mur de Bretagne avec les jeunes. Oui, c'est ça. Et donc, restez avec nous. On écoute pour le moment « Je me jette à ton cou » de Gaëtan Roussel. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22 sur Bilic Radio. Alors, bon retour dans Derrière le décor sur Bilic Radio. Donc, c'était Gaëtan Roussel. Donc, la chanson... Qu'est-ce que c'est que cette chanson déjà? Je me jette à ton cou. Allez, trop d'émotions. Parce que vous ne savez pas les auditeurs, mais Anita nous expliquait que cette chanson l'a touchée beaucoup, donc d'où l'émotion. Elle est émue. Voilà, j'en ai perdu le titre. Elle en perd ses mots. J'en ai perdu le titre. Bon, donc super content de vous retrouver donc sur Bilic Radio dans notre émission Derrière le décor. Donc nous avons eu l'agenda d'Amandine et puis là, nous allons plonger en fait dans un de tes ateliers, Amandine. Dis-nous un petit peu lequel. Alors, c'est l'atelier qui est organisé par l'association Famille Rurale de Mur de Bretagne. Donc, c'est un atelier hebdomadaire de loisirs avec, là, ils sont 10 pré-ados entre 10 et 15 ans. Donc, cette forme 10-15 ans, c'est assez original parce que du coup on a quand même quelques enfants qui sont encore en primaire et des collégiens, donc on pourrait se dire que c'est un petit peu compliqué de faire fonctionner tout ça ensemble, et en fait c'est un groupe qui a vraiment su créer du lien entre chacun, entre les plus petits et les plus grands, où il y a beaucoup d'entraide, de bienveillance, j'allais dire, et puis voilà, de complicité aussi entre tous, et donc c'est un groupe qui fonctionne très bien malgré la différence d'âge. Alors c'est vrai que j'y suis allée pour enregistrer, prendre un petit peu de son, voir un petit peu tes élèves pour aujourd'hui, et c'est très différent de l'atelier enfant qu'on a eu il y a un mois finalement. Là on est vraiment avec des pré-ados, ados, et on voit
tout ce que le théâtre peut leur apporter. Et on va écouter notamment donc déjà le début de la séance, parce que j'y suis restée quand même un bon moment. Ça m'a plu finalement d'être avec vous. Et on va écouter pour l'instant le début de la séance et puis quelques petites remarques des élèves du cours. Les exercices du théâtre avant le théâtre, c'est instructif. Ça permet de se mettre bien dedans. On va essayer de le dire dans un bâillement. Pas évident, c'est avec le souffle. Oh, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Ce que j'aime dans l'atelier théâtre, c'est de pouvoir interagir avec les autres et pouvoir se changer de sa personne habituelle et se transformer en personnage un peu. Moi, ce que j'aime, c'est passer du temps avec les autres et aussi un peu franchir le cap de ma timidité et jouer des personnages aussi. Ça j'aime beaucoup. On va faire un petit exercice d'imagination, de réactivité. À chaque fois que je tape dans les mains, celui qui est en train de raconter l'histoire s'arrête et immédiatement, la personne suivante reprend. C'est l'histoire de Jean-Pierre Paul, un retraité de 62 ans. Il avait une maison dans les Caraïbes. C'est beau les Caraïbes, n'est-ce pas? En effet, nous allons le rencontrer. Nous allons essayer de voir comment il habite, où il habite et sa façon de vivre. Il voit un énorme dragon en face de lui. Oh, que se passa-t-il? Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il voit le dragon, qu'est-ce qu'il fait, Jean-Pierre Paul? Il prit peur et alla se cacher dans sa maison. Mais le dragon met feu à sa maison et puis on appelle les urgences. Alors, belle chute aussi. Et c'est là qu'on voit quand même, Amandine, toute l'énergie que tu mets, la bienveillance déjà. Je crois que Brigitte en parlait, je ne sais même plus si c'est à la pause ou face au micro tout à l'heure, mais la bienveillance, l'énergie. Ouais, super, continue. Et puis, il y en a une qui est bloquée là dans le petit extrait. Et puis, tu la remets sur les rails et tout, tu l'encourages. Parce qu'effectivement, le théâtre, c'est pas juste, effectivement, certains enfants, certains jeunes, le disent, je me dépasse aussi, je vais chercher plus loin que ce que j'aurais donné finalement dans une discussion normale. Oui, et puis je le disais aussi, je crois, en début d'émission, le théâtre, ça touche tellement à l'intime, au sentiment, déjà d'arriver à faire ce pas-là, d'arriver à prendre la parole, à dire des choses, c'est énorme. Donc ils méritent tous nos encouragements. Ce qu'ils arrivent à faire, c'est génial, c'est vraiment incroyable que quand on y pense, arriver à être comme ça au milieu d'un groupe, à inventer des choses, à ne pas savoir, de pas avoir de filet, ça ferait peur à la majorité d'entre nous. Donc c'est vraiment génial qu'ils y arrivent. Donc oui, effectivement, je les encourage, j'encourage tous les apprentis comédiens, apprentis ou pas apprentis, en fait. Enfin, on a besoin de ça pour oser, pour aller plus loin, et puis parce qu'il faut noter en fait que c'est un effort et que c'est quelque chose qui ne va pas de soi en fait. Et justement, là, dans l'échange que j'ai pu avoir avec eux, il y en a qui disent justement, il y en a déjà dans le premier extrait, il y en a une qui dit « ça m'aide à être un peu moins timide » et il y en a qui vont aller justement plus loin parce que vous préparez aussi une petite pièce. Voilà, vous préparez une petite pièce et il y en a qui, ils sont ados, ils ont déjà fait un retour un petit peu sur eux-mêmes en se disant « qu'est-ce que ça m'apporte le théâtre dans ma vie de collégien, de ma vie de lycéen, dans ma vie de tous les jours ?» Et il y en a qui disent des choses assez fortes, écoutez-les. Ils sont impressionnants. Et en fait, j'aime bien jouer des pièces parce que j'aime bien tourner des pièces devant les gens et j'aime bien des fois me dépasser aussi, comme par exemple ne plus être timide ou apprendre son texte, tout ça. J'aime bien ces choses-là. Quelles sont les choses dont il faut se rappeler? Chose importante quand on joue un spectacle. De ne pas parler dans les coulisses. De ne pas parler dans les coulisses, bravo. De rester dans notre personnage. Bravo.
De bien parler fort. Oui, très important. Quand on est tous en groupe, de ne pas faire de gestes parasites. Maintenant, je commence à m'habituer du fait d'être avec les autres, de parler plus fort et je suis moins timide aussi. Avant, moi, je parlais pas très fort. Au fond, ils m'entendaient pas. Et puis après, avec l'atelier théâtre, maintenant, ils m'entendent. Et puis, j'articule bien, donc ils comprennent bien. On est la veille de la première. La première quoi ? La première de notre pièce, bougre d'idiot. Demain, on est censé représenter Roméo et Juliette devant une salle comble. Et on n'a toujours pas notre couple vedette. Ah ouais, ça c'est embêtant, hein ? Embêtant ! Oublier ses clés, c'est embêtant. Être pris dans les embouteillages, c'est embêtant. Mais ne pas pouvoir jouer notre pièce... C'est révoltant. C'est consternant. C'est insultant. C'est atterrant. C'est alarmant. C'est effrayant. C'est angoissant. C'est marrant. Moi, à chaque fois que je passais pour un exposé et tout, je stressais beaucoup. Et en fait, dès que je passais juste devant, maintenant, je stresse beaucoup moins. Et j'ai juste à relire mon texte et en fait, je le sais parce que c'est comme si je jouais une pièce devant ceux de ma classe. Du coup, en fait, je me sens beaucoup mieux grâce au théâtre. Alors moi, en tant que parent, j'ai envie de dire à tous les autres parents, mais finalement, il faut qu'on mette tous nos enfants au théâtre et à l'impro. Mais oui. Moi, je vais même plus loin. Enfin, si je peux me permettre, ça devrait être une matière à l'école. Enfin, une matière. Peut-être pas une matière qu'on note, parce qu'on peut pas noter le théâtre. Enfin, pour moi, ça se note pas. Non, ça c'est vrai. Mais qui soit quelque chose de proposé le plus souvent possible, et même je dirais tout le temps dans les écoles, que ça soit dans le primaire, secondaire ou même après. Mais je suis complètement d'accord, ça devrait être obligatoire. Pour moi, c'est obligatoire de passer, voilà. Parce que en vrai, ça fait tellement de bien et on a tellement besoin. Aujourd'hui, on se rend quand même compte que l'école ne prépare pas à l'oralité du tout. On est vraiment sur de l'écrit, sur des connaissances. Le théâtre, c'est un formidable moyen de prendre confiance en soi. Et on veut dire, dans notre vie, tous, on est amenés à parler à des gens, à exprimer des idées, à animer des réunions, des choses comme ça. Et en fait, on n'est pas préparé si on ne fait pas de théâtre. Oui. On peut avoir le plus de culture possible. Si tu n'es pas prêt à partager ce que tu as, alors ça sert à rien. Tu es bien placée aussi, Amandine, puisque l'année dernière tu as été au collège, au lycée Saint-Joseph. Oui. C'est moi cette année. Et préparer les jeunes de seconde à l'oralité, à se présenter, à essayer, c'est vraiment une gageure. Et on voit bien à quel point, en fait, il y a 4 ans de collège qui les a installés dans quelque chose de... Enfin, moi, je dis d'inconfortable. D'autres diront de confortable parce que voilà, c'est le prof qui dit il faut faire ceci, il faut faire cela. Je trouve ça assez angoissant, surtout aujourd'hui, quoi, à notre époque. On leur laisse peu la parole. Une sorte de conformité là dans laquelle il faut s'installer. Et il y a un mot que tu viens de dire, Brigitte, c'est le partage. Parce que quand je suis allée dans l'atelier, je leur en ai déjà d'ailleurs parlé aux jeunes. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pendant ce moment où ils étaient en train de répéter ou s'entraîner, comme tu dis, Brigitte, eh bien, il y avait une cohésion entre les enfants parce qu'ils ont quand même entre 10 et, je sais pas, 15 ans. 10 et 15 ans. Et donc, on sait bien que l'adolescence, chaque âge est très différent. Mais il y avait une cohésion, une entraide entre eux. Il y avait aussi des regards et tout. Et là, on était vraiment dans un vrai moment de partage pour réussir à faire quelque chose ensemble et à donner le mieux possible. J'étais leur première spectatrice en plus. Oui. Donc, ils avaient un petit peu l'angoisse. J'arrivais avec mon micro et tout. Donc, ils avaient un petit peu l'angoisse. Et en fait, ils se sont regroupés en fait pour vaincre cette angoisse-là, et c'était vraiment génial. Ouais, moi j'adore ça, cette cohésion. Être solidaire sur scène, peu importe nos origines. Ouais, et puis les ateliers théâtre, l'avantage, donc c'est des ateliers loisirs. On n'est pas là pour former des comédiens professionnels. On n'est pas là pour dans une recherche de qui est le meilleur, qui est le premier rôle. Moi, il n'y a pas de premier rôle dans mes spectacles du tout. Ils sont tous au même niveau. Ils ont tous autant d'importance, et c'est ça qu'il leur faut. En fait, c'est trouver sa place dans un groupe et avoir envie de faire partie de ce groupe, d'avoir envie de le faire vivre au travers d'un spectacle. C'est fabuleux. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas tellement l'occasion de faire, à part peut-être s'ils font du sport, des sports collectifs ou des choses comme ça. Mais finalement, au collège, à l'école, on a peu l'occasion de travailler ça. Donc, les ateliers théâtre, c'est vraiment un bon moyen d'être dans ce collectif.
Ouais. Et quand tu disais que effectivement chacun participe à la pièce ou participe à la préparation, ça aussi c'est important parce que très souvent les enfants disent ouais mais moi je vais dire qu'une phrase et enfin. Je sais pas toi, mais moi je dis mais cette phrase elle est essentielle quoi. Si toi tu n'es pas là pour la dire et je pense ils ont tous leur importance. Ils finissent par le comprendre qu'effectivement et ouais c'est travailler la cohésion, travailler le partage, travailler la solidarité sur scène et en dehors parce que on cultive en fait. Donc du coup on va l'emmener plus loin dans nos vies. Bon, encore un bel exemple, en tout cas, cet atelier de Murs de Bretagne, où les jeunes se plaisent. Donc, quant à vous, auditeurs, vous êtes en voiture, au travail, sur le canapé, peu importe, laissez-vous distraire par notre émission Derrière le décor. On va retrouver, bien entendu, le peps d'Amandine, la joie de vivre de Brigitte, pour la suite de notre émission. En tout cas, pour l'instant, on écoute Texas avec Mr. Hayes. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22 sur Bilic Radio. Alors, vous êtes avec nous de retour dans notre émission Derrière le décor sur Bilic Radio avec le CAC Sud 22. Donc, Amandine, que se passe-t-il justement derrière le décor, derrière le rideau, sous la scène ? Les dessous de la scène. Et ben aujourd'hui, on va parler de fleurs et de leur signification quand on les offre à des comédiens, enfin surtout à des comédiennes. Voilà, tout de suite, Brigitte sait de quoi on va parler. Voilà, on est d'accord, c'est plutôt agréable de recevoir des fleurs en général, surtout quand c'est en reconnaissance d'une performance sur scène. Eh bien, sachez, chers auditeurs, que selon les fleurs que vous offrez, le message peut être très différent. Et parmi les fleurs à bannir, il y a... Est-ce que tu sais, Brigitte ? Les roses. La rose. Ah non, la rose au contraire. Au contraire. C'est parce que je suis... On peut offrir des roses, il n'y a aucun problème. Ah ben non, finalement. Non, vous ne savez pas ? Je ne sais même pas. Moi, je ne sais pas, non. Eh bien, ce sont les œillets. Ah mais si, oui, bien sûr, ma mère me le disait toujours. Et oui, exact. Ouais, les comédiens ont ces fleurs en horreur pour une raison qui remonte en fait au 19e siècle. Alors en fait, à cette époque-là, les directeurs de théâtre avaient coutume d'embaucher les comédiens en contrat ponctuel, qui étaient renouvelés ou non chaque semaine. Donc ce qui veut dire que parfois les comédiens ne savaient pas si le lendemain ils joueraient ou pas. Situation assez peu agréable. Et donc les directeurs, ils avaient une façon bien particulière de signifier aux comédiennes si leur contrat était prolongé ou pas. Donc celles qui étaient réembauchées, elles avaient droit à des belles roses. D'accord, c'est pour ça qu'on a dit rose, Anita. Voilà. On était toujours réembauchés. C'est ça. Oui. Et celles qui étaient renvoyées avaient droit à des œillets. Et alors la raison, elle est assez simple, c'est que les œillets, ils étaient beaucoup moins coûteux que les roses. C'est même le bouquet le moins cher à l'époque. Donc en fait, en offrant un bouquet d'œillets, le directeur signifiait aux comédiennes que leur contrat n'était pas renouvelé et que donc il ne verserait plus un centime pour elles. Assez peu gentleman comme façon de faire. Mais du coup, on imagine aisément que les comédiennes, en voyant arriver ce moment, étaient plutôt dans l'appréhension de se dire est-ce que je vais avoir des roses, est-ce que je vais avoir des œillets ? Et donc voilà, les œillets, c'était plutôt de quoi se rendre malade en les voyant. Et moi, je trouve ça bien dommage parce que personnellement, les œillets, ça a toujours été mes fleurs préférées. Donc, il y en a de toutes les couleurs et tout, c'est sympa. C'est vrai que c'est assez joli, ça sent bon en plus. Donc c'est bien dommage que ça ait cette mauvaise réputation, cette mauvaise presse. Mais voilà, à l'époque, c'était très mal perçu. Bon, on te remercie, Amandine. Alors, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Et donc, à notre rubrique, le théâtre, ça se lit aussi. Et là, tu vas demander le concours de Brigitte, je pense. Oui, alors d'abord, je vais vous expliquer de quoi on va parler. Et ensuite, on aura un petit extrait, comme à chaque fois. Alors, si je vous dis Shakespeare, vous me dites... je sais pas, Roméo et Juliette... Henri, je ne sais plus. Enfin bref. Anita. Oui, non, mais voilà. Enfin, moi, je suis pareil que Brigitte. To be or not to be, that's the question. Bon, en bref, si je vous dis Shakespeare, vous avez quelque chose à répondre. En général, quand on parle de théâtre, c'est vraiment un des premiers noms qui ressort. Qui surgit en tête. Donc tu l'as dit, Roméo et Juliette, Hamlet, Othello, voilà, même si on n'est jamais allé voir une de ces pièces ou qu'on ne les a pas lues,
ça nous parle. En tout cas, c'est quelque chose qui résonne. Alors, ce sont souvent d'ailleurs celles qu'on cite des tragédies. C'est vrai. Mais en fait, Shakespeare, c'est aussi un très grand écrivain de comédie. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter une pièce qui est peut-être moins connue dans son répertoire, mais qui est donc comique. Et c'est La Nuit des Rois ou Tout ce que vous voudrez. D'accord, ok. Oui, c'est connu, mais ça fait pas partie de celle qu'on cite en premier. Citer, voilà, exactement. Voilà, donc c'est une comédie qui a été jouée pour la première fois en 1602 et le travestissement en est presque le personnage principal. Alors, chez vous et ici autour de la table, accrochez-vous. L'intrigue n'est pas simple, mais je vais essayer de vous maintenir avec moi. Donc, d'abord, il y a Viola, qui vient de s'échouer sur les rives du royaume de l'Illyrie. Elle croit que son frère jumeau, Sébastien, n'a pas survécu au naufrage. Donc pour pouvoir évoluer comme elle veut dans la ville, et puisque c'est une femme et qu'on est dans les années 1600, elle décide de se travestir en homme. Elle devient donc Césario et entre au service du duc Orsino. Le duc l'apprécie et décide d'en faire son page et confident. Jusque-là, ça va ? Oui. Alors on continue. Le duc est amoureux de la belle comtesse Olivia, laquelle est en deuil et refuse expressément ses avances. Le duc va donc demander à Viola / Césario de faire la cour pour lui à la comtesse. 2 petits problèmes. Problème numéro 1, Viola est tombée amoureuse du duc. Donc lui, je le rappelle, il pense que c'est un homme. Problème numéro 2, la comtesse Olivia va tomber amoureuse du page, en imaginant donc, encore une fois, qu'il s'agit d'un homme. Voilà, ça y est, vous voyez un petit peu les quiproquos possibles. On imagine, je ne connais pas la situation pour de vrai, mais j'imagine. Voilà, donc on a déjà ce bon imbroglio, et puis comme si ça suffisait pas, il y a Sébastien, donc le frère jumeau de Viola, qui va réapparaître. Qui dit frère jumeau dit ressemblance trait pour trait. Il va donc être pris pour le page, c'est-à-dire sa sœur. Et là, bon, je vous en dis pas plus, mais en gros, il va y avoir des situations vraiment cocasses. Cocasses, voilà, c'est le mot. Alors, on ajoute à ça une 3e intrigue avec les serviteurs de la comtesse, le bouffon. Enfin voilà, de quoi rentrer dans le monde de Shakespeare et créer vraiment tout un potentiel comique assez élevé. Alors, je reconnais que Shakespeare, c'est pas forcément l'auteur de théâtre le plus facile à lire. Déjà parce que le texte original est vraiment truffé de références et de jeux de mots en anglais et que parfois c'est un peu compliqué pour les traducteurs de rendre ça aussi drôle, aussi savoureux que ce que c'est. Et puis parce que c'est une écriture qui date des années 1600, donc c'est un petit peu ardu des fois. Mais franchement, une fois qu'on a passé la première difficulté, le premier moment à se réapproprier le langage, franchement, c'est un délice, c'est des jeux de mots, c'est des situations drôles, c'est Shakespeare, c'est savoureux et je vous invite vraiment à vous plonger dedans si vous pouvez parce que c'est une expérience à part de lire Shakespeare aussi. Et donc pour nous aider à se plonger dedans, justement, tu as préparé un petit extrait. Oui. Donc on va découvrir un extrait de La Nuit des Rois. C'est un passage qui se situe à l'acte 2, scène 4. Donc c'est le moment où le duc va demander à Viola / Césario de poursuivre la cour auprès d'Olivia. Et il va y avoir un débat entre les deux pour savoir qui de l'homme ou de la femme est le plus capable d'aimer. Et on va voir que Viola, qui est donc toujours sous l'apparence d'un homme, va tenter de partager ses sentiments avec le duc en faisant une petite métaphore. Donc, Brigitte, tu vas lire le duc et je vais lire Viola. Et c'est parti. Encore une fois, Césario va trouver cette souveraine cruelle. Dis-lui que mon amour, plus noble que les trésors de l'univers, ne met aucun prix à une étendue de terre boueuse. Dis-lui que je fais des dons que la fortune lui a accordés le cas que je fais de cette volage déesse. Mais que c'est cette merveille, cette reine des joyaux que la nature a enchâssée en elle, qui seule attire mon âme. Mais Seigneur, si elle ne peut vous aimer ? Je ne puis recevoir une pareille réponse. Ma foi, il le faudra bien. Supposez que quelque dame, comme il en est peut-être, souffre pour l'amour de vous, dans son cœur des tourments aussi violents que vous en souffrez pour Olivia. Vous ne pouvez l'aimer et vous le lui déclarez. N'est-elle pas forcée de recevoir votre refus ?
Il n'est point le cœur de femme qui puisse contenir les battements d'une passion aussi forte que celle dont l'amour tourmente mon cœur. Il n'aime point de cœur de femme assez vaste pour contenir autant d'amour. Elles ne savent pas garder. Hélas, on peut bien appeler leur amour un appétit d'essence. Ce n'est qu'un goût qui irrite leur palais sans affecter leur cœur. Il s'éteint dans la satiété et finit par le dégoût et l'aversion. Mais le mien est aussi affamé que la mer et peut digérer autant qu'elle. N'établit aucune comparaison entre l'amour qu'une femme peut concevoir pour moi et celui que j'ai pour Olivia. Oui, mais je sais. Que sais-tu ? Je sais trop bien l'amour que les femmes ont pour les hommes. Je vous l'assure, elles ont le cœur aussi fidèle que nous. Mon père avait une fille qui aimait un homme, comme il se pourrait par aventure que moi, si j'étais une femme, j'aimasse votre Altesse. Et quelle est son histoire ? Une page blanche, Seigneur. Jamais elle n'a déclaré son amour, mais elle a laissé sa passion cachée comme le ver dans le bouton, dévorer les roses de ses joues. Elle languissait dans ses pensées. Et, pâle et mélancolique, elle était tranquille comme la patience sur un monument, souriant à la douleur. N'était-ce pas là véritablement de l'amour ? Et on vous laisse trouver la réponse par vous-même ou aller la chercher dans La Nuit des Rois de Shakespeare. Eh bien, bravo, mesdames. Notre émission touche à sa fin, derrière le décor. Donc, on vous rappelle, on accueillait aujourd'hui Brigitte. Brigitte, coach d'improvisation, c'est ça ton titre ? Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, tu aimerais terminer un petit peu par quelques pensées peut-être un petit peu sur l'improvisation qui traduisent bien. Tu nous les as données en fait pendant les extraits musicaux qu'on a eu tout à l'heure. Et on trouvait sympa en fait de terminer par ça. Donc on va terminer par quelques extraits, quelques petites citations que Brigitte a à nous donner. Et on vous dit en attendant à bientôt pour notre prochaine émission Derrière le décor. Et écoutez Brigitte qui nous cite quelques citations sur l'improvisation. Alors d'abord, Kes Johnson, qui est un des maîtres de l'improvisation, a repris Nietzsche qui dit, ou qui disait, « Développe ce que tu es ». L'improvisation, c'est tout à fait ça, développer ce que nous sommes. Ensuite, il y a une très belle phrase de Louis Jouvet, le grand maître, Louis Jouvet. « L'improvisation ne s'improvise pas, elle est un résultat. Elle est donc le résultat de tout ce qu'on peut m'apprendre avec les autres, partager avec les autres, autant dans notre corps que le corps de l'autre et la voix, etc., etc. Tout ce qu'on peut apprendre en impro, venez si vous ne voyez pas. Et sinon... Petite invitation au passage. Voilà, et toujours Kes Johnson qui dit aussi « L'échec fait partie du jeu, donc n'ayez pas peur de l'échec. Et à moins que ceci soit assimilé, un match d'impro ou un spectacle d'impro restera une activité à haut niveau de stress. Donc le stress est toujours omniprésent, quel que soit. Mais c'est un bon stress, une bonne adrénaline qui nous donne beaucoup de joie au cœur. C'est sûr. Eh ben merci Brigitte d'avoir terminé notre émission Derrière le décor avec ces petites citations. Je te dis à bientôt Amandine. Oui, on se retrouve pour notre émission du mois de mars. Merci et encore merci Brigitte de ta compagnie. Merci.